20h sur la télé Futur Média, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Au sommaire, ce soir, 86 nouvelles contaminations à la Covid-19, dont 50 cas issus de la transmission communautaire. La deuxième vague du coronavirus continue sa progression à vitesse grand V, une situation qui risque de donner du fil à retordre étant donné que le respect des mesures barrières n'est plus d'actualité dans certaines localités. Étancher sa soif, pas chose aisée à Thiep dans le département de Bambey, confronté à des pannes récurrentes du forage de la localité. Conséquence, les populations ont décidé de boycotter les factures d'eau. Et puis présidentielle en République centrafricaine, le représentant des Nations Unies en RCA se dit satisfait du déroulement du scrutin et déplore tout de même les perturbations notées dans le nord et le centre du pays. Mankeur Ndiaye que vous entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la télé Futur Média. Après son rappel à Dieu hier, la levée du corps de Seyda Maria Magnas est prévue ce soir. Ce sera à 23h à l'hôpital militaire de Ouakam. L'enterrement est prévu demain lundi à Medina Baye après la prière de 17h. Et nous en venons à la situation épidémiologique du coronavirus. Le bilan du jour fait état de 86 nouvelles contaminations, 50 cas issus de la transmission communautaire et 36 cas contacts. Un décès est à déplorer et 32 cas graves admis en soins intensifs. Les Sénégalais respectent-ils les mesures barrières aujourd'hui? Nous nous sommes rendus dans la banlieue dakaroise, à Pikine précisément, mais le constat est alarmant. Le port du masque est plus que négligé et pourtant, beaucoup de tailleurs de cette localité ont repris la confection des masques pour participer davantage à la lutte contre la pandémie. Mais de l'avis de certains, les autorités sont à l'origine de ce relâchement. C'est le dossier dit du jour et il est signé Habib Faye Modou Diop. La mesure est sérieusement entrée en vigueur, le port obligatoire de masques. Désormais, il est recommandé dans les lieux publics et privés du pays quand la distanciation sociale est impossible. Mais force est de reconnaître que cette mesure est minimisée par beaucoup de Sénégalais. Ils accusent le gouvernement d'être le facteur du relâchement. Sur les gestes barrières au niveau du coronavirus. Mais je pense qu'on a un problème de communication. Il n'y a pas eu de suivi de la part du gouvernement. Parce que s'il y avait un suivi, aujourd'hui, il y aurait dit des sanctions. Mais on n'a pas vu de sanctions. Regardez autour de moi, il n'y a absolument rien. L'autorité, parce que ce sont eux qui ont commencé ça. Les membres du gouvernement, les autorités, les acteurs politiques. C'est ce qui a poussé les gens à faire pareil. C'est dangereux parce qu'il y a les cas qui augmentent de jour en jour. Chaque jour, quand on écoute les informations, les cas, ça augmente. Des mesures répressives doivent suivre selon certains, car la sensibilisation a échoué, avance-t-il. Il faut que les gens soient conscients et responsables des faits et de la maladie. Et ça, il faut que le gouvernement accompagne la population pour ça. C'est que les Sénégalais, ils croient qu'il n'y a pas la maladie. Beaucoup de Sénégalais croient que la maladie n'est pas là. Ça se ressent, ça se voit. Conducteur de scooter, John Sina sillonne la capitale tous les jours pour apporter sa contribution à la lutte. Le lutteur invite les populations à prendre exemple des guides religieux. Seul le respect des mesures barrières peut nous sauver. Nos guides religieux respectent les règles édictées et pourquoi pas nous. Donc ils doivent nous servir de modèle. Les activités culturelles en Berne, le complexe Léopold Sédar Senghor de Pékin s'étue de ces manifestations. Pas de soirée ni de répétition pour les artistes. Ici, le port du masque est exigé. Ils nous exigent le port obligatoire de masque. Le mien, je l'avais oublié, il est chez moi. Et c'est pour cela que j'ai acheté 2 autres masques. En chômage technique depuis 9 mois, Mbaké
un tailleur opte pour la fabrication du masque. Une intense activité règne dans son local. Il veut se rendre utile lui aussi de manière à fabriquer le maximum de masques. Lorsque le Sénégal vivait la première vague du coronavirus, je gagnais beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas que la maladie puisse encore durer. Le coronavirus a affecté mon travail. Je confectionne des habits d'artistes pour les exporter à l'étranger. Maintenant, à cause de la Covid-19, c'est impossible. Depuis cette ascension incessante du virus, des personnels soignants, des artistes, des forces de l'ordre, tous cherchent de quoi s'équiper pour se protéger. Les tailleurs commencent à organiser leur chaîne de production au moment où l'on note un relâchement dans les établissements scolaires, dans les marchés, entre autres. Covid-19, toujours le département de Dagana dans une mauvaise passe avec l'explosion de cas communautaires ces derniers temps dans la localité. Et devant cette situation, il faut à tout prix préserver les personnes du troisième âge. C'est dans ce sens que l'association Soukali Ndiaten a organisé une consultation gratuite axée sur le diabète et l'hypertension artérielle. Objectif, réduire au strict minimum le déplacement de cette couche plus que vulnérable à la Covid. Ousseynou Diop. Depuis quelques jours, les cas communautaires se multiplient dans le département de Dagana pour protéger les personnes du troisième âge et surtout celles qui souffrent des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Une journée de consultation a été organisée par les jeunes de Ndiaten pour accompagner cette couche très vulnérable à la Covid-19. Nous avons organisé ces journées de dépistage limitées. Elles concernent uniquement les personnes âgées. Comme vous le savez, nous vivons une période de crise sanitaire avec la Covid-19 et il faut donc protéger les personnes qui souffrent du diabète ou de l'hypertension. Ces jeunes très engagés ont profité de cette journée pour lancer un message à l'endroit des autorités locales et gouvernementales pour se procurer d'une ambulance. Un plaidoyer soutenu par les Badianougor de cette localité. L'ambulance est une nécessité pour tous les villages environnants. Les parents ont toujours d'énormes difficultés pour évacuer un malade sur Dakar ou sur Saint-Louis. C'est pourquoi nous lançons un message aux autorités. Nous voulons une ambulance car l'autre est en panne depuis un an. Le problème majeur, le problème majeur, c'est les évacuations. Déjà, nous sommes en période de pandémie. Imaginez un peu si on doit référer des malades et que ces malades sont des cas suspects. On ne va pas limiter la propagation. Donc vraiment, c'est l'occasion d'appeler les autorités, vraiment ici qu'ils arrêtent les promesses. Et vraiment, ce qu'on attend d'eux, c'est en tout cas des promesses tenues et non des promesses vraiment à l'air. Vraiment, voilà. Actuellement, les cas communautaires de la Covid-19 explosent dans le département de Dagana. Pour protéger les personnes du troisième âge, surtout celles qui souffrent du diabète et de l'hypertension, des journées de consultation gratuites ont été organisées au poste de santé de Ndiaten, qui polarise beaucoup de villages. Ces jeunes veulent surtout que ces personnes qui souffrent de ces maladies limitent leur déplacement dans les zones à risque. Ousseynou Diop, parlons à présent de la campagne de vaccination de la Covid-19. Ce dimanche, c'est l'Union européenne qui est entrée en action. Les 27 ont démarré donc la vaccination ce dimanche et les personnes âgées et le personnel soignant, les premiers à être vaccinés. Mais pour l'heure, seul le vaccin Pfizer-BioNTech est autorisé dans l'espace européen. Direction Thiep à présent, c'est un village niché dans le département de Bambey. Dans cette localité, les communautés ont soif du fait de pannes récurrentes de leur forage. Puis encore, dans ces zones rurales, les populations paient cher les opérations de branchement au réseau hydraulique. Elles ont alors décidé tout bonnement de boycotter les factures d'eau. Un sujet signé Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. Pour se brancher sur le réseau hydraulique en zone rurale, c'est ce que dénoncent les populations du village de Thiep dans la commune de Lambaye, dans le département de Bambey. La hausse du prix des nouveaux branchements qui était de 10 000 jusqu'à plus de 100 000 francs, le manque d'interlocuteurs et j'en passe. Cela ne leur garantit pourtant pas une disponibilité d'une eau potable en quantité et en permanence. Le manque de curage du château d'eau qui rend l'eau impropre à la consommation, surtout à ces temps de pandémie du coronavirus. Le délestage du forage à chaque échéance de la Sénélec, faute de paiement des factures par Aquatec alors que les populations étaient à jour. Les coupures d'eau répétitives et d'une longue durée, la cherté des factures alors qu'on n'a pas de l'eau en qualité et en quantité. Les populations décrètent alors le boycott des factures délivrées par le fermier. À cet effet, les populations exigent le départ de Aquatec et la restauration de l'Assifor. Le mouvement informe les populations que le mot d'ordre
qui consistait de ne payer aucune facture reste toujours maintenue. Les habitants de Tchèp dans la tourmente invitent le chef de l'État à rompre le contrat avec ce fermier qui a fini de montrer ses limites. Babacar Diouf, l'occupation anarchique du littoral à Diamalaye indispose les populations qui crient leur désarroi. Et pourtant, selon l'adjoint au maire de Yoff, des opérations de nettoiement et de déguerpissement y sont souvent organisées avec l'implication de la jeunesse et du conseil du quartier. Mais cela ne suffit pas pour sécuriser la plage très prisée par les Sénégalais il y a quelques années. Un reportage signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Cette occupation anarchique du littoral, difficile de croire que la plage de Diamalaye a attiré bon nombre de visiteurs dans le passé. Une agression du domaine public maritime dénoncée par les habitants de la cité. Aujourd'hui, nous avons pris à bras le corps, n'est-ce pas, le projet de nettoiement, le projet de désencombrement, n'est-ce pas, de cette plage, qui est occupée par des briquetiers, qui est occupée par des charretiers. Il s'agit de nettoyer, d'enlever tout ce qui est occupation anarchique et tout ce qui est occupation illégale. Il y avait deux terrains de beach volley, il y avait un terrain de beach soccer et il y avait des parcs d'attractions, HLM Padoua, Grand Yoff, tout ça, venez ici et les parcelles. Pour l'adjoint au maire de Yoff, des opérations de nettoiement et de déguerpissement y sont souvent organisées pour redorer l'image de la plage, mais il faut plus de rigueur dans le suivi pour barrer la route aux récalcitrants. On va mettre à contribution tous les acteurs qui sont à ce niveau, mais aussi le conseil de quartier qui met en place un projet de sécurisation de la zone, la direction des ASP, la mairie de Yoff avec le soutien du ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr. On va mettre en place, n'est-ce pas, une dynamique pour quand même régler une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas, cette occupation anarchique et illégale de la zone. Non sans évoquer les risques d'anomalies sanitaires liées à la dégradation de l'environnement, les riverains s'attendent à des solutions durables. Nous avons ici beaucoup de moustiques pendant l'hivernage, alors que Diamalaye ne connaissait pas de moustiques à cause donc des saletés, excusez-moi du terme, mais aussi à cause de la pollution. Vraiment, ça nous fait beaucoup mal. Le décor n'est pas enchanteur à la plage de Diamalaye, des images qui renseignent sur l'état de dégradation du littoral. Habitants de la cité, conseil du quartier et municipalité, tous exigent un cadre de vie meilleur du domaine public maritime. Mohamed Samb, direction Sédhiou, pour parler de la grande mosquée de la localité qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Et pourtant, l'État avait décidé de réhabiliter ce lieu de culte, mais malheureusement, depuis 3 ans, les travaux sont à l'arrêt. Les fidèles sont obligés de prier dans un abri provisoire qui dégage beaucoup de chaleur, une situation que dénonce l'imam Ratib de Sédhiou, mais également les jeunes du Pakao. Bakary Konté. La grande mosquée de Sédhiou est dans un état de délabrement très avancé. C'est ainsi que l'État a décidé de la réhabiliter. Mais depuis 3 ans, les travaux sont en arrêt de construction. Une situation que déplore l'imam Ratib de Sédhiou, El Hadj Boubacar Dramé. L'État doit nous aider pour achever ces travaux. Nous prions actuellement dans un hangar. Pendant la saison chasse, la chaleur nous fatigue et pendant l'hivernage, c'est encore des difficultés. L'État doit multiplier ses efforts pour terminer ce chantier. Cette mosquée appartient à tout le Pakao, à toute la région de Sédhiou. Grande mosquée de région de Sédhiou. Moi, grande mosquée de Pakao, yep. Le mouvement M2S de Sédhiou, qui a organisé une journée de lecture de Coran, demande à l'État de faire vite pour achever ce chantier. Nous avons vu que depuis un bon bout de temps, le chantier de la grande mosquée est à l'arrêt. Personne ne peut nous dire exactement qu'est-ce qui a causé cela. Donc chaque vendredi, vous entendez l'imam à travers ses sermons de plaider pour cela jusqu'à lancer un appel d'un don de soi. Donc ce qui est déplorable. Ce qui est très même déplorable. Donc ce qui veut dire que le chantier de la grande mosquée est à l'état désespéré. C'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de nos autorités de venir et d'accélérer les choses pour que les fidèles puissent enfin retrouver le lieu sacré et de continuer et prier dans les meilleures conditions. Des prières ont été aussi effectuées pour la disparition du virus à corona. Deuxième tour. Il y a une deuxième vague du virus. Prions pour la disparition du coronavirus.
Chaque vendredi, dans ses sermons, l'imam Ratib de Sédhiou El Hadj Boubacar Dramé continue de réclamer l'achèvement des travaux de la grande mosquée. Bakary Konté, moins de 30% des ressources du bassin du fleuve Sénégal ne sont pas exploitées. Aujourd'hui, pour accompagner les producteurs à utiliser rationnellement ces eaux, l'Institut sénégalais de recherche agricole de Saint-Louis a convié les acteurs autour d'un débat sur les opportunités du bassin du fleuve Sénégal. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Évaluation agronomique et sociologique des systèmes du bassin du fleuve qui regroupe le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, mais également la Guinée. Pour plus de détails, voici le docteur Amadou Abdoulaye Fall. Il est le directeur de l'ISRA de Saint-Louis. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Notamment énergétique, notamment aussi de ressources en eau que nous devons préserver, mais malheureusement qui sont agressées. Ce projet donc sera d'abord évaluer l'état actuel des ressources et c'est d'identifier les meilleures techniques d'utilisation de ces ressources pour une gestion efficace dans le long terme. C'est ça l'idée du projet. On est en train de travailler sur plusieurs composantes. La première composante, c'est une composante qui concerne la productivité de l'eau, parce qu'il est vrai que les gens voient le fleuve comme ça, comme une éternité, alors que si c'est les générations futures peuvent avoir des problèmes pour avoir accès à l'eau. Donc ce potentiel, nous devons le préserver en essayant d'utiliser des stratégies qui nous permettent de mieux valoriser l'utilisation de ces ressources. Donc en tant qu'institution de recherche, on est appelé à réfléchir sur les modalités qui nous permettent de les utiliser de façon rationnelle. La deuxième composante, c'est une composante de connaissance. C'est une composante qui nous permettra de voir non seulement de réactualiser les connaissances sur les systèmes, les types d'exploitation agricole qui gravitent autour de ces systèmes et celles qui sont performantes. Et nous en venons à la deuxième édition du Salon du Bien-être, une édition organisée dans la sobriété en raison de la pandémie de la Covid-19. L'événement met plus en valeur l'expertise et la production locale en vue d'attirer un grand nombre de consommateurs. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Mohamed Boufassil. Il est artisan parfumeur et il est interrogé par Mohamed Samp. Local et de mettre les artisans en avant, parce que souvent on a tendance à penser que tout ce qui est industriel, tout ce qui est un joli packaging, tout ce qui sort de l'usine est meilleur, alors que dans la masse du public sénégalais, ils ont un potentiel et une capacité de faire beaucoup mieux que ce qu'on connaît et peuvent se dépasser. La première fois, quand on l'avait fait l'année dernière, c'était proprement que de la parfumerie. Cette fois-ci, donc on a évolué. On a un peu, donc à côté de la parfumerie artisanale que je fais moi. Ici vous avez donc on va dire la parfumerie Djongé, tout ce qui est chouraï. Nous avons aussi des gens qui font leurs propres vêtements, sénégalaisement on va dire, mais avec une jolie touche d'innovation. Vraiment moi je l'ai vu parce que les gens qui travaillent ici, qui sont eux-mêmes des exposants, sont touchés et veulent acheter ce que proposent les artisans en tissu avant même que les clients ne viennent. Et chacun ici a vraiment une petite touche personnelle dans ses produits. Et c'est des produits magnifiques et fabriqués localement. Dans l'actualité internationale, nous parlons de l'élection présidentielle en République centrafricaine. Certains électeurs ont pu voter sous haute surveillance militaire, mais la moitié des zones rurales n'a pu accomplir son devoir civique. Une situation inédite en RCA. Suivons le reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Dissa Prera. Les rues de Bangui étaient quasi désertes, mais les Banguissois ont très tôt pris d'assaut les centres de vote. C'est le cas dans ce premier centre du premier arrondissement où Marina est venue voter comme beaucoup de ses compatriotes. Pour la jeune dame, ce scrutin est important au regard de la situation du pays. Voter pour leur pays pour que le changement soit dans notre pays. On veut la paix, on veut la paix. On veut la paix dans notre pays, on veut la paix. Que tout soit en ordre, que tout marche, que les enfants aillent à l'école, en fait que le changement soit dans notre pays. Pour donner la force à la démocratie, rien que la démocratie, au lieu de crépitation de l'arme pour tuer
la population pour rien que la démocratie. Le centre, c'est aussi le lieu de vote d'un des vieux briscards de la politique centrafricaine, Martin Ziguélé, leader du mouvement de libération du peuple centrafricain, le MLPC, qui regrette, lui, que le scrutin soit perturbé dans certaines régions, notamment au nord et au centre-ouest. Le président de la République a été élu par nous tous en 2015 comme président de la République. C'est à ce titre qu'il a dirigé notre pays avec le consentement de tous les Centrafricains. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de la moitié des localités en zone rurale n'a pas voté, ne vote pas aujourd'hui. C'est un cas unique dans l'histoire politique de la RCA. Dès lors, ces élections ne sont pas inclusives. La réponse ne viendra pas de moi, la réponse viendra de l'ensemble des Centrafricains. Parce que c'est un problème que nous avons créé, nous avons vu venir. 1 858 236 Centrafricains et Centrafricaines sont appelés aux urnes ce jour. Des élections présidentielles et législatives que les autorités et les Nations Unies ont tenu à faire malgré l'appel au renvoi de certains opposants et groupes armés. Dissa Prera, après sa visite des différents centres de vote, le représentant des Nations Unies en RCA se dit satisfait du déroulement du scrutin. Mankeur Ndiaye, toutefois, regrette les perturbations dans le nord et le centre du pays. Nous l'écoutons, il est interrogé par notre envoyé spécial. Constat, moi, c'est le constat aussi que la population est massivement pour voter. C'est le constat, moi, c'est le constat aussi que la population est massivement pour voter. Nous avons menacé aussi échec le signal. La Bangui, le bureau de vote, nous avons l'air de notre population pour exercer le droit. Donc il faut se féliciter de ça. Il y a un endroit où nous avons subi le réunion aussi. Très bien. Dans le calme et la sérénité à Bangui, les populations sont sorties massivement exercer le droit de vote. Je crois qu'il faut absolument s'en féliciter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu que ces élections se tiennent. Qui ont tout fait pour empêcher le déroulement normal du scrutin, qui ont tout fait pour apeurer les populations, semer la panique de les populations et peur de sortir pour aller voter, et peur de sortir pour aller retirer leur carte. Et on peut considérer que c'est un très grand succès à Bangui. Et dans d'autres régions du pays également, où les populations votent normalement. Par contre, dans d'autres, il y a eu des troubles. Depuis hier, dans certains endroits, les gens sont allés détruire le matériel électoral, brûler des urnes, brûler des ouvrages, saisir des cartes d'électeurs pour empêcher le vote de se dérouler. À 5 h du matin, dans certains coins, les gens ont commencé à tirer en l'air, à apeurer les populations. Mais la MINUSCA, les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure font face et continuent de faire face. Dans l'actualité sportive, pour un football de qualité et une bonne formation des joueurs, 26 entraîneurs des AIC issus du mouvement Navetan de Dakar ont obtenu le diplôme d'initiateur et une licence des CAF, une manière pour le mouvement Navetan de participer au rayonnement du sport roi au Sénégal, une initiative saluée par la Ligue de Dakar et son représentant Malik Thiam au micro de Pape Faragning et Amadouba. Absorbé, comme vous l'avez constaté, presque une très forte demande au niveau de la région pour la formation de ces 10 entraîneurs. Nous en faisons le maximum à chaque fois, la demande est croissante. Donc nous remercions vraiment le RECAF de Dakar qui nous a permis au moins d'en observer quelques-uns en attendant les futurs. Donc au niveau de la région, au niveau du football même national, nous avons initié depuis 4 ans que tous les entraîneurs qui doivent avoir des équipes en U20, U17 au niveau régional, doivent avoir un minimum la licence D. Donc c'est pour cette raison que nous en faisons un peu plus pour permettre à ces gosses, à ces jeunes qui veulent être des entraîneurs d'apprendre leur métier. Donc nous avons eu pour cette promotion de Pape Amokodou Ndiaye 29 stagiaires. Donc nous avons eu 26 admis. Donc 3 qui ont été ajournés. Et puis, dans le cadre de la reprise des compétitions en vue, la Ligue amateur de football a tenu un séminaire à Kaolack, un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des délégués fédéraux devenus superviseurs en chef des matchs. Les pratiques occultes, comprenez le mystique, lors des matchs sont désormais interdites. Tierno Kosodiane, président de la Ligue amateur de football de Kaolack, au micro TFM d'Ibrahim Diamé. Il faut prendre en compte, c'est que maintenant c'est les délégués fédéraux qui ont le pouvoir. En tout cas, ils ont repris le pouvoir. Parce que jusque-là, le pouvoir appartenait aux arbitres. Les matchs dépendaient du bon vouloir de l'arbitre. S'il veut qu'on joue, on joue. S'il veut qu'on interrompe, on interrompt. Et là, on en faisait le patron. Maintenant, c'est fini ça.
Maintenant, l'arbitre, tout comme tout le monde, est sous l'autorité du délégué fédéral. C'est à lui seul qu'appartient la responsabilité de dire que le match on le joue, le match on ne le joue pas. Et ça, quand même, c'est encadré parce qu'on lui demande de prendre l'avis des officiels qui sont sur le terrain, de consulter les arbitres, de consulter ceux qui doivent consulter pour en définitive prendre la décision qu'il faut faire. Ça, ils reprennent le pouvoir. Il faut qu'ils soient à la hauteur. C'est pour les préparer à ça qu'on les a appelés. L'autre chose, c'est qu'il y a une disposition dans le règlement qu'on a introduit par rapport au rond, pratique mystique. C'était dans les textes de la fédération. Mais ce n'était pas très clair. Il n'y avait pas de sanction. Et on n'avait pas défini qui doit les noter, qui doit les faire savoir. Les gens faisaient les ronds comme on le fait dans le Namétane. Ce n'est pas beau à voir. Dans le nouveau dispositif qu'on a, on a clairement dit qu'il appartient au délégué fédéral ou à l'arbitre de mentionner les pratiques mystiques et de dire qui le fait. Ça c'est un. Maintenant c'est clair. Donc c'est une responsabilité. Et également, s'il est constaté que c'est fait, l'équipe qui fait ces pratiques peut perdre le match. Ça ne faisait pas perdre le match. Et ensuite, il y a en plus des amendes financières qu'on peut lui infliger. Et avant de terminer, parlons de la publication du Globe Soccer Awards. Sachez que le Real Madrid a été élu meilleur club au monde durant la période 2001 et 2020. Le Bayern de Munich en Allemagne est élu meilleur club au monde de l'année 2020. Son attaquant vedette Robert Lewandowski, quant à lui, a reçu la distinction de joueur de l'année 2020. Cristiano Ronaldo, pour terminer, a été élu joueur du siècle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à notre compagnie. Au revoir.